Quand on parle de filière culturelle à Arles, c'est une chose qu'on constate, c'est pas une chose qui a été préméditée. Ça a été vraiment le désir de quelques-uns de faire des choses là et ça s'est développé petit à petit. Et nous avons créé Actes Sud ici parce que moi j'y suis né, Hubert il habitait au Paradou, etc. Donc cette activité s'est développée et d'autres activités sont venues avec nous, se joindre à nous, donc d'autres éditeurs, etc. Mais encore une fois, quand Maya Hoffman vient s'installer avec la Fondation Lima, elle le fait parce qu'elle est née à Arles, enfin en tout cas son père vivait à Arles avec sa maman. Donc ce n'est pas un plan culturel qui aurait été pensé par des politiques visionnaires, mais c'est une réalité, je dirais, prosaïque. Une ville qui a une capacité d'accueil qui est située dans un bassin géographique intéressant, avec toutes les grandes villes à côté, etc. Donc on est dans une espèce de, naturellement, dans une espèce de melting pot, mais c'est vrai que les deltas sont des zones d'atterrissage et il y a beaucoup de gens qui sont venus atterrir ici, quoi. Alors la filière des industries créatives et de l'économie de la culture et du patrimoine existe à Arles depuis il y a plus de 10 ans. Un acte fondateur, la création du pôle Industrie culturelle et patrimoine, qui au départ est un simple réseau professionnel qui met en relation des acteurs de ces filières et qui s'est petit à petit transformé en véritable agence de développement économique qui met à la disposition de ses membres des outils, dont un outil majeur qui est Archéomède, un hôtel d'entreprise dédié au patrimoine et la culture, dans lequel coexistent, co-résident un certain nombre de métiers comme des conservateurs restaurateurs de biens culturels tout matériaux, des photographes professionnels, des menuisiers, des ferronniers, des structures qui font de l'intelligence collective. Et cette marmite, en fait, ce bouillon en fait, d'entreprise permet aujourd'hui d'élever économiquement l'ensemble de nos structures. Aujourd'hui, Archéomède et le pôle industrie culturelle et patrimoine, nous sommes basés sur un site de 1500 m² qui accueille 21 entreprises. À l'horizon 2019, nous ouvrons un nouveau site de 5000 m² et nous sommes bien entendu ouverts à la création et au partage avec de nouvelles entreprises. Et effectivement, à Arles se trouve aimanté un certain nombre d'acteurs comme ça. Alors je tiens à apporter une petite précision. L'École nationale supérieure de la photographie n'est pas un acteur culturel, mais un établissement d'enseignement supérieur. Le seul établissement aujourd'hui en France et en Europe qui se positionne sur l'apprentissage de la photographie. Tous nos étudiants ne deviennent pas nécessairement photographes en sortant de notre établissement. Il y a des étudiants ou des diplômés plus exactement, qui dirigent les collections photographiques du musée de la mode à Paris ou qui dirigent les collections photographiques de Beaubourg. Ça s'est créé à Arles puisqu'il y avait Lucien Clerc et une poignée de passionnés de l'image qui à un moment donné ont estimé que, au même titre que le théâtre, la musique ou le cinéma, la photographie méritait aussi de s'enseigner et de manière un peu spécifique à Arles. L'École nationale supérieure de la photographie est en mutation, puisque dans 16 mois maintenant, l'école et son projet sera redéfini sur le parc des ateliers, à proximité de la Fondation Luma. À partir des événements qui existent depuis longtemps déjà, comme les rencontres internationales de la photographie ou notre festival Les Sud d'Arles, beaucoup de personnes se sont formées, sont devenues des techniciens de talent, que ce soit dans le domaine du son ou de l'image. Il y a des artistes également, bien sûr, de très haut niveau. Et je crois que c'est une belle opportunité, une occasion de collaborer pour de nouvelles entreprises qui arriveront ici. Autre chose également qui est important, nous avons ici à Arles et dans tout le pays d'Arles une grande qualité de vie. C'est un art de vivre, celui du Midi de la France encore, et que nous sommes heureux de partager avec les entreprises qui arriveront. Pendant que Jean-Bernard règle les petits problèmes techniques. Voilà pour la mise en bouche. Et David, tu nous mets dans le contexte ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui nous permettent de se présenter face à vous. Donc un grand merci aux organisateurs du salon de nous permettre cette présentation et un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être venus à notre rencontre pour effectivement découvrir
notre volonté de développement de la filière dite d'économie créative aujourd'hui sur le territoire du Pays d'Arles et en particulier à Arles. Arles, 2600 ans d'histoire, avec des monuments bien évidemment très connus et repérés, mais aussi avec beaucoup de personnes et personnalités qui ont traversé cette histoire-là. Depuis Jules César, et nous avons plaisir à dire que Jules César a gagné face à Pompée, comme dirait l'autre, et donc aux Marseillais, donc nous avons cette petite fierté-là, mais plus sérieusement avec des gens qui sont venus poser non seulement des monuments, mais aussi des actes extrêmement forts, et en particulier ces dernières années. Et donc nous sommes un peu sur le territoire, les messieurs Jourdain de l'économie créative, c'est-à-dire que des acteurs, depuis fort longtemps, 40 ou 50 ans, ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie créative. Mais comme ça a été dit, et en particulier par Jean-Paul Capitani, un des fondateurs des éditions Actes Sud, ça a été fait de manière un peu spontanée. Et toute la démarche qui est la nôtre n'est pas de maintenant encadrer cela, mais de permettre à ce que ce développement spontané s'épanouisse encore mieux et encore plus sur notre territoire. Et nous avons, de ce point de vue, nous semble-t-il, des atouts à faire valoir. Ça a été dit, des savoir-faire qui vont vous être présentés, nombreux, dans plusieurs filières, au moins 4. Bien sûr, les métiers de l'image, les rencontres de la photographie à Arles, mais aussi plus récemment l'installation de l'école MOPA sur l'image animée, donc une filière image à peu près complète dans ses outils de formation, avec l'École nationale supérieure de la photographie également. Mais aussi les livres et l'édition. Bien sûr, la tête de proue, c'est Actes Sud, que chacun connaît, encore plus aujourd'hui avec Madame la ministre de la Culture, mais au-delà d'Actes Sud, c'est 15 autres éditeurs tout aussi intéressants, présents également sur le territoire d'Arles. Donc un savoir-faire autour des métiers du livre et de l'édition tout à fait fort et important. Et puis, troisième filière, c'est le son et la musique, quelque chose qui est moins connu, mais là aussi, nous avons, grâce à des manifestations culturelles comme les Escales du Cargo ou le Festival des Suds, et Marie-Jo Justamo s'était exprimée dans le film qui vous a été présenté, mais aussi Fonurgia Nova, qui est moins connu et qui développe de la formation autour du son. Et puis les métiers du patrimoine, c'est ce qui vous préoccupe et nous préoccupe plus cet après-midi, où là aussi nous avons des savoir-faire qui ont été mis en valeur avec notamment les personnes qui m'accompagnent, mais aussi plusieurs dans la salle que je salue, qui sont présents dans le cadre d'Archéomètre qui va vous être décrit et qui sont membres du pôle culture et patrimoine, qui est aujourd'hui notre outil pour promouvoir l'ensemble de ces filières, avec un rassemblement d'acteurs bien sûr arlésiens, parce que nous sommes un peu chauvins, mais largement ouverts à l'ensemble des acteurs professionnels sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au-delà, sur toutes celles et tous ceux qui ont envie de mutualiser leur savoir, mutualiser leurs compétences, mutualiser leur envie de travailler ensemble sur notre territoire. Et donc la démarche qui est la nôtre, et on y reviendra sans doute un peu plus tard, c'est non seulement d'accueillir à bras ouverts toutes celles et tous ceux qui ont envie de trouver ces savoir-faire, mais aussi de mutualiser leurs compétences sur un territoire avec d'autres, de partager leur développement avec d'autres, parce que plus on mutualise des savoir-faire, plus on mutualise des compétences, plus on les partage, plus le développement et pour les uns et pour les autres est fructueux, nous semble-t-il. Et en tout cas, c'est toute la démarche qui est la nôtre et que nous souhaitons vous présenter cet après-midi. Encore une fois, donc un grand merci à celles et ceux qui nous permettent de le faire, et un grand merci à vous d'être venus à notre rencontre pour cette présentation, et en espérant bien évidemment pouvoir vous accueillir à Arles un jour, mais vous y êtes déjà venus, c'est sûr, parce qu'il y a tout un tas de raisons d'être venu à Arles, et donc pour vous découvrir non seulement notre ville, sa qualité de vie, mais aussi ses capacités de développement. J'y reviendrai un peu plus tard dans notre présentation sur les objectifs qui sont les nôtres pour la reconquête de sites dédiés à l'économie créative au sens large et aux 4 pétales que je vous ai décrits, c'est-à-dire de créer, aujourd'hui c'est de favoriser cet écosystème, ce terreau qui est un peu poussé spontanément grâce à la bonne volonté de personnes fort intéressante il y a déjà plusieurs dizaines d'années, mais qui se poursuit aujourd'hui et que nous souhaitons véritablement encore amplifier grâce à chacune et chacun qui viendrait, sans être aujourd'hui porteur d'idées précises, mais qui viendrait intéresser pour nous aider à partager, je le répète encore une fois, notre développement autour de l'économie créative. Donc, pour réaliser cette action, la communauté d'agglomération Arles-Croc-Camargue-Montagnette a décidé de mener une étude à la fin de l'année 2015 visant à donner un état des lieux et en impliquant la majeure partie des acteurs culturels du territoire dans des réflexions
afin de co-construire cette stratégie. Donc, dans cette étude, il y a eu cette partie-là, on va dire, en interne de notre pays d'Arles, où les personnes que vous avez vues sur le film ont participé, et bien d'autres encore. Et une autre partie de cette étude était destinée également à aller voir ce qui se passait ailleurs dans la création de lieux totems ou de lieux de vie autour de l'économie créative. Donc, sur notre territoire, en 2015, une centaine d'entités sont recensées sur le territoire de la communauté d'agglomération, environ 1000 emplois directs et permanents, ce qui représente environ 3,2% de la population active du territoire, en sachant qu'à l'échelle nationale, à l'époque, on était à 2,5% de la population active. Et si on prend seulement la ville d'Arles au sein de la communauté d'agglomération, ce pourcentage arrive à environ 5%. Donc, voilà. Donc les pétales dont parlait David Grésil tout de suite ont été dessinés par cette étude-là, qui a montré que ces quatre sous-filières se détachaient à Arles. Donc, musique et son, livre et édition, images et métiers du patrimoine. Et d'ailleurs, dans le film qui vous a été présenté, chacun des intervenants représente chacune de ces filières, et vous aurez remarqué également qu'ils n'ont pas parlé de ces thématiques-là en particulier, mais qu'ils ont plus parlé formation, cluster, bien-être de vivre à Arles, et puis histoire de la ville. Donc effectivement, Arles a plein d'atouts. Bon, je ne vais pas forcément les répéter puisque le film l'a présenté et David en a parlé également en introduction. Et puis l'ensemble de ces logos nous parle, nous particulièrement du territoire, mais de nombreuses structures sont notablement connues de manière nationale et internationale. Donc tout ce vivier d'entreprises, de centres de formation sont présentes déjà sur notre territoire. Dans le cadre de cette étude que nous avons menée, nous avons rencontré beaucoup de personnes d'Arles et d'ailleurs qui nous ont donné des témoignages pour nous aider également à construire cette stratégie de développement autour des filières de l'économie créative. Et voilà quelques petites phrases qui ressortent de ces rencontres. Alors mes collègues, là, vous pouvez également me compléter. L'économie culturelle et patrimoniale est très difficilement délocalisable et elle a déjà une forte identité Arles, puisque on voit là sur 4 logos de structures renommées et de talent, Arles figure en très nettement marqué. Et si ce n'est pas Arles en entier, c'est le A qui le rappelle. MOPA, nous allons en parler dans le cadre du film, et on reviendra sur le SIPA. Et tous ces acteurs-là tentent, essayent depuis quelques années, ou ont même envie de travailler ensemble. Cette affiche-là parle d'elle-même. Les Escales du Cargo, c'est un petit festival du cargo de nuit qui est un acteur arlésien qui a collaboré avec Pias, qui est maintenant la structure qui a racheté Harmonia Mundi sur la partie disque. Et Pias a écrit haut et fort Pias aime Arles. Donc c'est aussi un beau message pour notre territoire et pour l'implantation de cette entreprise dans notre ville. Quelques mots maintenant sur le pôle industrie culturelle et patrimoine, dont vous pouvez voir le logo Culture et patrimoine. C'est avant tout un réseau. C'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant,
sur la volonté de quelques entrepreneurs qui se sont regroupés au motif qu'ils se sentaient, comme beaucoup d'entre nous ici, bien seuls dans la démarche de la création d'entreprises dans le secteur patrimoine et culture, mais également dans leur filière. Et l'idée, c'était de faire, au départ, c'était vraiment de faire une simple association professionnelle dédiée à la culture et au patrimoine. C'est une association qui a été créée en 2007, sous l'impulsion, donc, comme je vous le disais, de quelques entreprises, mais également de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Et elle a été soutenue très tôt par la ville d'Arles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre de commerce évidemment, et puis la communauté d'agglomération, pour pouvoir développer cette activité de réseau. Alors au début, comme toute association professionnelle dont certains d'entre vous faites partie, ce sont des rencontres informelles, formelles, pour discuter, échanger sur les problématiques quotidiennes, aussi bien techniques que administratives par exemple. Et de discussion en discussion, ce réseau s'est élargi, s'est étoffé. De quelques structures du Pays d'Arles, on est passé à quelques structures ensuite au niveau départemental, puis régional. Et on a très tôt été labellisé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pôle régional à l'innovation et au développement économique et solidaire. C'est un label qui a été créé à l'époque par la région PACA pour promouvoir le collectif, pour promouvoir les actions collectives, les actions mutualisées. Et donc on s'est totalement reconnu dans ce type d'action. Alors quel réseau d'abord? Aujourd'hui c'est un réseau à peu près une centaine de membres, 300 sympathisants. Gilles vous en a un petit peu parlé, donc 80% des membres du réseau sont dans le territoire, mais pas uniquement. On a évidemment des membres ici et dans les régions limitrophes. Alors c'est une chaîne de valeur complémentaire composée d'activités diverses, qu'on a classé ici en 3 groupes, diagnostic et conservation, dans lequel on retrouve des conservateurs-restaurateurs, des entreprises de réhabilitation de monuments historiques, des archéologues, des architectes, des bureaux d'études. La valorisation ensuite qui est représentée aussi bien par des graphistes, des photographes, des gens qui font de la réalité augmentée, comme Art Graphique et Patrimoine ici, présent au salon. Et puis ensuite, un pôle d'activité vers la transmission et la diffusion auprès des publics. Et ces 3 pôles, en fait, ils touchaient différents secteurs, aussi bien le secteur du patrimoine bâti que le secteur des industries de la culture, que le patrimoine naturel ou le patrimoine immatériel. Et c'est la raison pour laquelle on vous a présenté en introduction ces 4 composantes, musique, images et son, patrimoine en particulier. Voilà. Alors, j'aime pas trop ce transparent parce que voilà, c'est un peu où est passé Charlie. Mais Charlie est au centre en fait. Tu peux cliquer. Il est au centre. Ouais, clique. Voilà. Il est au centre et en fait, voilà, en fait, au centre, il ne faut pas tout résumer à l'économie. C'est vrai, mais quand même, c'est important, notamment pour les élus ou les banquiers. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, 100 membres, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et 2700 emplois. Ce sont les réserves d'emplois et de chiffre d'affaires de l'ensemble de cette centaine de membres. Alors, quelles sont les missions? On vous l'a dit, et vous l'avez compris dans le petit clip de départ. Au départ, c'est un réseau professionnel qui, petit à petit, s'est transformé en agence de développement économique, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, avec des missions très claires, et je dirais somme toute assez courantes, accompagner le développement des membres, c'est presque une lapalissade, promouvoir et conforter ces filières. Pourquoi promouvoir et conforter ces filières? Parce que, au commencement, quand on a créé le pôle industrie culturelle et patrimoine, les filières, pour nous, ce n'était pas la filière culture et patrimoine. C'était la filière patrimoine bâti, la filière patrimoine culturel, la filière festival de musique, la filière... Et chacune de ces filières ne se regardait pas, ne se parlait pas. On assistait les uns les autres, on voyait, on lisait des choses, mais on ne se parlait pas. Et l'idée de se parler, c'est absolument trivial ce que je vous dis, mais l'idée de se parler nous a permis de nous trouver des points communs dans notre existence quotidienne de chef d'entreprise, mais également des points communs dans nos outils, dans les outils à mutualiser, dans les pratiques à mutualiser. Et c'est ce qui nous a permis petit à petit de nous promouvoir les uns les autres. On est tous les plus belles agences de communication de nos petits collègues avec qui on travaille.
certains d'entre vous fréquentent le Salon du patrimoine depuis assez longtemps et on a tenu un stand ici pendant des années et ça participait aussi à cette action de promotion interne des membres. Ouais. Alors, des exemples d'actions, bien, on a créé depuis 3 ans maintenant à Arles le Salon international des professionnels des patrimoines. Alors, on dit événement unique. Alors, vous allez me dire, attendez, on est où là? Mais c'est un événement unique. Pourquoi il est unique? Parce qu'il est uniquement destiné aux professionnels. Et donc, il rassemble 400 professionnels. Donc, on est beaucoup plus intimiste, entre guillemets, par rapport au Salon international du patrimoine. La dernière édition, une trentaine d'entreprises exposantes, 200 personnes, mais uniquement des professionnels à la soirée inaugurale, des intervenants. Et tu peux me passer voilà. Les objectifs, c'est toujours de renforcer la filière, de nous comprendre et de faire des réflexions autour des métiers, des technologies, des innovations, avec non seulement des stands, des conférences comme celle-ci, mais également des rencontres en tête-à-tête, des rendez-vous d'affaires en tête-à-tête, pour qu'on puisse faire et étoffer en fait notre réseau. Alors les impacts de ce salon international des professionnels des patrimoines à Arles, important évidemment pour la visibilité d'Arles. À la fois le nom d'Arles attire des professionnels, mais Arles résonne aussi aujourd'hui auprès des professionnels comme un lieu, et en tout cas c'est l'objet de notre venue ici, comme un lieu de la culture et des patrimoines. Juste pour dire que, juste pour vous parler du CIPA et faire un petit peu de pub, je pense que c'est très complémentaire de ce grand salon dans lequel nous sommes aujourd'hui, et on a fait en sorte aussi qu'il se passe au mois de mai. Et au mois de mai à Arles, c'est plutôt sympathique. Et donc c'est pour vous annoncer aussi que le CIPA 2018 aura lieu du 16 au 18 mai prochain. Voilà. Et si vous êtes intéressé, on a une petite documentation sur le dernier numéro de 2017. Merci Gilles. Autre action, la revue du pôle. Alors là aussi, on s'est aperçu au fil de nos rencontres que bien que prenant de plus en plus de temps chaque année pour se rencontrer, on ne connaissait jamais tout de nos voisins. Et donc du coup, on a créé cette revue qui au départ est une revue plutôt de communication interne et qui petit à petit, au fil des éditions, et nous en sommes au 13e numéro, qui petit à petit, au fil des éditions, se révèle être un bel outil de communication externe également. On en a quelques exemplaires à votre disposition ici. Dans chaque numéro, il y a un dossier thématique qui est développé par un expert du domaine, une interview, un portrait, et puis évidemment l'actualité des filières, de nos membres, de manière à ce que, voilà, là encore, on opère en fait une action de communication, de promotion de chacun des membres s'opère. Dernière édition sur la jeunesse et patrimoine. Qui est en fait le numéro 12, c'est le 13e qui est en cours. C'est le 13e qui est en cours. Et jeunesse et patrimoine, et c'était un numéro qui était en lien avec les journées européennes du patrimoine, comme vous l'aurez remarqué. Alors, de nouvelles gammes de formation professionnelle également. Depuis plusieurs années, beaucoup des membres du pôle industrie culturelle et patrimoine donnent des formations, notamment avec l'université d'Aix-Marseille à Arles, dans le cadre d'une licence patrimoine bâti ou d'un master sur la médiation autour du patrimoine. Depuis quelques années maintenant, un partenariat a été signé avec l'Institut national du patrimoine pour délocaliser au moins une formation par an. Alors cette année, elle a eu lieu au mois de septembre dernier sur le métal et le patrimoine. Et puis une idée de création avec l'Université d'Avignon sur un diplôme d'université patrimoine des matériaux numériques qui n'a pas ouvert cette année, mais qui devrait ouvrir dans les années à venir. Et à venir également des formations autour des métiers de la culture. L'idée est que lors des salons internationaux du patrimoine, des idées émergent sur les besoins en formation des professionnels. Et formation continue et formation professionnelle également. Et donc le pôle et son prochain projet sur un site dont on va vous parler se veut être un petit peu le réceptacle de ces formations pour pouvoir aider nos professionnels à gagner en compétences. Voilà, c'est à peu près ce que je viens de dire. Ce qu'a pas dit Jean-Bernard aussi lors de sa présentation, il est président du pôle culture et patrimoine, mais il est également chef d'entreprise et il dirige une entreprise qui s'appelle Acoros et la spécialité, Jean-Bernard, c'est le métal, entre autres. Tout à fait.
Et un dernier projet qui au départ était un projet structurant du pôle industrie culturelle et patrimoine, mais qui est devenu un outil vraiment, véritablement sur le territoire, c'est l'outil qui s'appelle Archéomède. Archéomède, c'est une plateforme technologique de mutualisation dédiée au métier de la culture et du patrimoine. 1950 mètres carrés, dont 1450 mètres carrés d'atelier, 500 mètres carrés de bureaux. C'est une résidence d'entreprise complètement. 25 entreprises sur le site, 41 emplois, 1,5 million de chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est ce dont je vous parlais au départ, c'est l'âme même du pôle industrie culturelle et patrimoine. Cette idée, c'est la mutualisation. C'est fondé en fait sur des expériences que chacun d'entre nous avons vécues. Alors Gilles vous parlait de ma deuxième casquette en tant que chef d'entreprise de l'entreprise Acoros. Quand j'ai créé ma société et que je suis allé voir des banquiers en disant, je vous avais dit que je vous en reparlerai des banquiers, que je suis allé voir les banquiers en leur disant, voilà, je vais créer à Arles une société qui est spécialisée dans la conservation, la restauration de biens culturels métalliques. Les banquiers m'ont regardé et m'ont dit, écoutez monsieur, c'est bien, mais faites sans nous. Et donc il n'y a pas un banquier, il n'y a pas une banque sur les 9 consultés qui a daigné me prêter de l'argent. Et j'aurais bien aimé, à l'époque, avoir une structure comme Archéomède pour pouvoir au moins échanger sur des pratiques et gagner très vite en réseau de manière à développer l'activité économique. C'est la raison pour laquelle cette idée est née de créer cette plateforme. Idée dont les premiers schémas ont été élaborés en même temps que la création du pôle en 2007 et qui a enfin émergé en tant qu'outil en 2015 et qui fonctionne de plus en plus puisque au départ on était 15 entreprises il y a 2 ans, on est maintenant 25 entreprises sur le site. Donc l'objectif d'Archéomède, c'est évidemment d'accueillir des entreprises et bien que ce site soit quasiment totalement occupé, aujourd'hui, l'idée c'est de développer évidemment des outils communs, des outils mutualisés. Donc évidemment, à plusieurs, l'outil coûte moins cher, de mettre à disposition ces outils et de valoriser ces outils dans les outils de communication de chacun d'entre nous, évidemment, et de réaliser des compétences complémentaires. Tu veux ajouter un mot, peut-être, Gilles ? Juste sur le paragraphe image, là, donc Archéomède, c'est un concept qui est né, donc, comme le disait Jean-Bernard, à la naissance du pôle. Jean-Bernard et quelques-uns d'entre nous, on était persuadés que ça pouvait fonctionner. On a mis longtemps à le concrétiser et on sait aujourd'hui qu'au bout de 3 ans, ça marche. Ça marche de vivre ensemble, ça marche de partager des lieux, ça marche de partager du matériel qui est d'ailleurs en location. Donc on paye tous, moi, je suis également résident d'Archéomède, on paye tous un loyer. Et à chaque fois qu'on utilise un matériel mutualisé qu'on n'aurait pas pu faire l'acquisition seul, on le loue. Et au-delà de l'aspect plus qu'hôtel d'entreprise, donc de mutualisation de moyens et de lieux, c'est aussi, nous sommes tous des TPE, PME. La plus grosse entreprise qui est à Archéomède, c'est 6 personnes, 7. Et il y a des entreprises d'une seule personne. Donc moi qui ai vécu un changement de vie professionnelle où j'étais chef d'entreprise, une entreprise de 70 personnes, j'ai été à un moment donné SBF, sans bureau fixe, et pendant 2 ans. Donc de retrouver un collectif, de rompre l'isolement également, m'a permis de repartir, mais pas seulement moi, mais ça permet aussi de pouvoir partager des soucis du quotidien qui peuvent concerner la comptabilité, la propriété intellectuelle, la communication, voilà. Et de répondre très 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 rapidement aussi à des consultations, parce que nous sommes tous complémentaires, très peu concurrents. Certains d'entre nous croyaient qu'ils étaient concurrents et en fait ils sont complémentaires, et ça nous permet de répondre très vite et de manière très efficace à des consultations publiques, à des appels à projets, à des idées de recherche. Voilà. Parmi les outils mutualisés, vous avez une série de photos. En haut à gauche, par exemple, vous avez un atelier de restauration qui est également un laboratoire de chimie. En haut au milieu, vous avez un studio photographique, une salle de réunion, ce qui est beaucoup plus classique dans un hôtel d'entreprise. Et puis des outils techniques, des chariots élévateurs, un chariot élévateur, un outil ici qui s'appelle un spectrofluorescence mètre portable qui permet de faire de l'analyse de matériaux. Voilà. En fait, on gagne évidemment en compétences et on fait de cette force collective un avantage concurrentiel. Voilà.
Et puis, comme on est un petit peu victime de notre succès, que les 2000 m² sont aujourd'hui bien occupés, on vise aujourd'hui un Archéomède version 2 de plus grande taille pour incarner un véritable lieu patrimoine, culture et innovation avec 5000 m² dédiés aux acteurs de l'ensemble de ces filières. Et je dis bien, et j'insiste sur l'ensemble de ces filières, avant de donner la parole à David, juste un exemple pour vous montrer l'intérêt d'un tel site. On a décroché un marché un jour de restauration de statuettes en bronze. Et on a eu à sculpter des socles en bois. Et puis, lors d'une des réunions multiples que l'on fait à Archéomède, est-ce que vous connaissez un tourneur sur bois? Et il se trouve que la compagnie de cirque qu'on héberge également sur le site, Culture et Patrimoine, avait en son rang des excellents tourneurs sur bois. Et donc, on a passé des commandes à une compagnie de cirque, ce qui, si on n'avait pas été dans le même site, n'aurait jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Voilà. Et donc, c'est des créations de liens qui sont complètement atypiques, mais qui sont fréquentes grâce à ce vivre ensemble. Ça ouvre le champ des possibles. Il y a vraiment des choses qu'on a fait ensemble qu'on n'aurait pas imaginé si on n'avait pas été ensemble. Oui. Bien, comme vous pouvez le constater, il y a de jolies fleurs un peu spontanées sur notre territoire. Et donc le rôle de la puissance publique que j'ai la chance de représenter cet après-midi, c'est non pas de tutorer ces jolies fleurs, parce que ça c'est hors de question, mais de leur permettre de se développer et du mieux possible. Et parmi les besoins et les attentes des différents acteurs qui viennent de s'exprimer et d'autres encore, il y a la nécessité d'avoir des espaces de travail, des espaces qui leur permettent d'envisager l'avenir avec une forme de développement, puisqu'aujourd'hui les fleurs spontanées sont parfois un peu à l'étroit dans leur pot d'origine et qu'il faut un plus grand pot pour qu'elles poussent encore mieux. Et donc c'est ce rôle-là auquel nous nous assignons, nous, la puissance publique, à travers un projet qui est la reconquête de ce qui était autrefois des papeteries, les papeteries Étienne, qui se situent aux portes de la ville, puisque nous sommes à 12 minutes à pied de la place de la République, qui est le centre, le cœur du secteur sauvegardé d'Arles. Et sur cet espace-là, nous avons 12 hectares à revaloriser, puisque les papeteries ont malheureusement cessé leur activité traditionnelle qui a rythmé pour partie une des vies des Arlésiens pendant près de 100 ans. Et puis vous êtes tous sans doute au courant que notre site, qui était site d'atelier pour la SNCF, qui était les ateliers PLM, qui a fermé là à la fin des années 80, retrouve une nouvelle vie. Retrouve une nouvelle vie d'abord grâce à la puissance publique qui en a reconquis une partie, et puis surtout depuis quelques années maintenant avec l'action de Maya Hoffman, donc qui, comme son papa, a créé une fondation, mais cette fois-ci une fondation qui vise à créer un centre de recherche et développement autour de la culture de demain. Alors ça peut paraître un peu particulier sa démarche parce que ce n'est pas un lieu d'exposition, ce n'est pas un lieu de résidence simplement d'artistes, même s'il y en a beaucoup qui viendront et même s'il y a beaucoup d'expositions qui seront développées. C'est véritablement, en tout cas comme elle le présente, un laboratoire recherche et développement autour de la culture de demain et autour des pratiques culturelles de demain, avec les moyens qui sont les siens et qui sont pour nous, puissance publique, sans commune mesure avec ceux dont nous disposons. Donc il y a un investissement privé. Elle a fait appel à un architecte de renom qui est Franck Guéry pour illustrer la chose, mais au-delà de ça, c'est toute la démarche qui nous intéresse, et nous, notre devoir, c'est de l'accompagner elle aussi, en permettant, à côté de cette grande ambition, mais que des structures déjà présentes sur le territoire, que des structures qui elles aussi proposent de l'activité, puissent tout aussi se développer sur un site qui est complémentaire, qui est l'ancien site des papeteries Étienne. Et donc sur ce site des papeteries Étienne viendront s'installer normalement dès 2019 les rencontres d'Arles pour partie, avec un atelier de fabrication, puisque cela a été dit tout à l'heure, tout le monde a des besoins, même pour des expositions, de fabriquer des choses, et que donc la mutualisation aussi des espaces et des espaces de fabrication peut être extrêmement importante entre les différents acteurs déjà présents et les nombreux festivals qui rythment notre année arlésienne. Et puis, deuxième installation, c'est Archéomède qui vient de vous être présenté, où là, le cluster des métiers du patrimoine viendra là aussi, normalement, dès 2019, j'espère même peut-être avant, s'installer sur ce site-là. Il reste beaucoup d'espace à reconquérir, beaucoup d'espace libre, mais nous allons nous concentrer comme une forme d'allotissement, c'est-à-dire sur les parties déjà bâties, les parties les plus faciles à valoriser, pour avoir 10 à 15 ans de développement. Ce que je suis en train de vous dire, on sait très bien et pertinemment que c'est une démarche de longue haleine, mais les premiers pas sont les plus importants toujours. Dans une vie, ce sont les premiers pas qui sont souvent déterminants. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que les premiers pas de la reconquête des papeteries Étienne se font à partir d'une structure
de renommée internationale, les rencontres d'Arles, c'est-à-dire que demain, celles et ceux qui choisiront de venir aux papeteries auront comme voisins les rencontres d'Arles, et en termes là, de ce qu'on appelle en Provence le marketing territorial, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les outils de promotion. Et puis vous avez d'autres acteurs comme la Fondation Van Gogh, parce que parmi toutes les personnes et personnalités illustres qui sont venues aussi sur notre territoire, il se trouve que Vincent Van Gogh est venu. Il y est resté peu de temps, mais a produit ses principales œuvres, et aujourd'hui Arles est connu grâce à cela et à bien d'autres choses dans le monde entier. Et donc à l'époque, les Arlésiens, pour la petite histoire, n'ont pas été forcément très reconnaissants avec le grand peintre, mais aujourd'hui, nous avons une pleine reconnaissance parce qu'il nous permet d'être connus et reconnus là aussi dans le monde entier. Et donc avec les patrimoines monumentaux qui sont les nôtres, les traces laissées par les Romains et depuis les traces visibles qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, avec un architecte contemporain qui va bientôt livrer une œuvre, c'est Franck Guéry, et en face de lui, l'École nationale supérieure de la photographie, il va y avoir aussi une œuvre de Marc Barani. Donc de part et d'autre de seul boulevard, nous avons sur une ville de 50 000 habitants la chance d'avoir un grand prix d'architecture qui va nous livrer une œuvre, la nouvelle École nationale supérieure de la graphie, en face d'un prix Pritzker qui est Franck Guéry. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, nous aussi, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes, comme beaucoup de territoires, mais c'est vrai particulièrement chez nous, un territoire qui est économiquement et socialement assez fragile. Donc il nous faut produire des richesses et il nous faut produire de l'activité pour espérer produire des emplois nouveaux. Et donc pour cela, nous misons sur, comme ça a été dit, des activités qui sont difficilement délocalisables que d'autres. Et quoi de plus difficilement délocalisable que l'économie créative? Et puis nous sommes, on le sait peu souvent, mais aussi une ville légitime pour parler des patrimoines monumentaux dans toutes ses caractéristiques, mais aussi patrimoines environnementaux, puisque nous sommes une des rares villes, si ce n'est la seule d'ailleurs sur le territoire national, à être ville porte de 2 parcs naturels régionaux, la Camargue d'un côté, et sa réputation elle aussi, et puis les Alpilles, donc, qui sont immédiatement aux portes. Donc il y a peu de territoires qui peuvent être ville porte de 2 parcs naturels régionaux, ce qui traduit là aussi une qualité de vie tout à fait exceptionnelle, mais aussi des besoins et des savoir-faire. C'est-à-dire que lorsqu'on réhabilite des masses en Camargue, lorsqu'on réhabilite des espaces dans les Alpilles, on a besoin de savoir-faire et qui sont généralement liés aussi au métier du patrimoine. Et donc c'est pour nous aussi une légitimité, une présence particulière. Donc notre démarche à nous, c'est d'accompagner. C'est-à-dire qu'il est évident que, et d'ailleurs on en serait complètement incapable, c'est-à-dire que si j'ai à côté de moi 2 chefs d'entreprise, moi je n'en suis pas un, et je suis totalement capable de l'être. Par contre, mon rôle d'élu, et notre rôle d'élu de la puissance publique, c'est de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe le mieux possible. Et donc nous allons accompagner à travers des investissements qui sont à notre hauteur, mais nous ne sommes pas les seuls, puisque le site des papeteries Étienne dont nous vous parlons est reconnu par la mandature actuelle, et je m'en félicite, comme opération d'intérêt régional. Ça veut dire que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur suit aussi nos propositions avec intérêt pour accompagner notre développement et notre stratégie en faveur de ces filières-là. Donc nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, faut pas non plus, mais nous pensons avoir une légitimité dans les 4 domaines qui ont été précités. Et nous pensons que des savoir-faire, c'est-à-dire que non seulement si vous veniez investir sur notre territoire, vous auriez là tout un terreau de savoir-faire qui sont là depuis pas mal de temps, dans les domaines, je le répète encore une fois, de livre et de l'édition, 15 éditeurs en plus de Actes Sud déjà présents sur Arles, et d'autres qui arrivent, mais aussi les métiers de la musique et du son, avec des écoles de formation, je l'ai dit, mais aussi des ingénieurs du son de haut niveau qui sont arlésiens, en tout cas en termes que je dis arlésiens, ce n'est pas de naissance, même si j'en salue quelques-uns dans la salle très célèbres qui sont arlésiens, et nous en félicitons aussi, mais des arlésiens d'adoption, et qui viennent nous compléter notre proposition en termes de savoir-faire. Et puis dans les domaines également de l'image, outils de formation, images animées, images fixes, mais aussi des photographes présents quotidiennement à Arles. Et puis la fondation Luma qui nous a présenté par exemple les collections d'Annie Leibovitch. Donc on est en capacité quand même d'avoir des propositions tout à fait exceptionnelles pour une ville qui, je le répète, ne réunit que 50 000 habitants, mais qui est située en plus à nos voisins, ce sont Nîmes, Avignon. Quand je parle de voisins, c'est qu'on est à 20 minutes de Nîmes, une demi-heure d'Avignon, une petite heure de Montpellier, une petite heure de Marseille. Donc on est sur des espaces tout à fait privilégiés en termes de voisinage et avec des voisins. Et des coopérations possibles, c'est-à-dire que les élus réfléchissent aussi à ce qu'on appelle aussi
des pôles métropolitains. Vous avez peut-être entendu parler du label French Tech, mais nous avons un label propre à notre territoire aval du Rhône, qui est la French Tech Culture, qui réunit 7 intercommunalités avec Avignon, Arles, Nîmes, mais aussi le Pays d'Apt et d'autres encore, jusqu'à Andreas. Donc nous pensons avoir des atouts, et nous pensons que ces atouts peuvent permettre un développement nouveau, une renaissance un peu économique et une reconnaissance sociale, parce que l'économie et le social sont extrêmement liés, qui nous offre un avenir qui est déjà inscrit dans l'ADN arlésien depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que cette proposition-là n'est pas nouvelle. Lucien Clergue, qui, avec Michel Tournier et d'autres, pose les rencontres d'Arles, ça a déjà bientôt 50 ans. Ce n'est pas un geste nouveau, mais aujourd'hui, c'est un des fruits de cette démarche-là. Et petit à petit, d'autres sont venus compléter la proposition. Début des années 80, la création par François Mitterrand de l'École nationale supérieure de la photographie. Aujourd'hui, la Fondation Luma, en passant par la Fondation Van Gogh hier. Donc vraiment, les atouts sont nombreux. Et j'insiste, la démarche qui est la nôtre, ce qui vous a été décrit, c'est d'abord de laisser des acteurs qui savent faire. C'est-à-dire que le pôle culture et patrimoine, pour les élus que nous sommes, vont être, si j'ose dire, vont jouer le rôle d'agence de développement économique, c'est-à-dire que c'est eux qui vont accueillir les prospects possibles. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise qui vont accueillir des investisseurs, des chefs d'entreprise potentiels, c'est moins nous que eux dans un premier temps. Et puis nous avons créé également un outil, mais ça chacun le fait sur son territoire, c'est une société publique locale qui va nous aider à porter l'aménagement en fonction des attentes et des besoins de chacun sur le site des papeteries Étienne pour accueillir les demandes, voir si certaines demandes peuvent être mutualisées en termes d'espace, de lieu de vie, et puis aider à la réalisation. Nous savons, je le répète encore une fois, que nous sommes inscrits dans une démarche de longue haleine, mais nous la démarrons, et nous la démarrons avec l'ambition de vraiment faire d'Arles une ville dédiée à l'économie créative. Et donc si demain vous êtes les uns et les autres porteurs de volonté tout simplement, dans un premier temps, d'idées, eh bien nous, collectivement, essayerons de transformer vos idées en projets et vos projets en réalité. Et nous sommes à l'écoute de vos questions et commentaires. Merci de votre attention. La première. Il y a quelques Arlésiens dans la salle. Il y a aussi des Alsaciens ou des futurs ex-Alsaciens. Oui, avez-vous connaissance de l'existence d'un autre pôle culture et patrimoine dans d'autres villes de France et si oui, y a-t-il des liens, des contacts entre cela et celui de la ville d'Arles? Dans le cadre des labellisations que le pôle a reçues, nous avons été aussi en 2010 grappe d'entreprise labellisée par le ministère de l'Aménagement du Territoire. Et à l'époque, donc on est en 2010, le seul cluster qui traitait à la fois de culture et des patrimoines, c'était le nôtre. Après, on a des échanges avec d'autres clusters ou d'autres pôles, mais qui ont une activité, on va dire, moins de chaîne de compétences et plus spécifique sur les festivals, que le patrimoine, il n'y en a pas. Ouais. Voilà, donc à notre connaissance, il n'y en a pas, mais on cherche à faire de la relation inter-réseau. On a dans le domaine de l'image, des médias, on a des collaborations, une convention avec le pôle Primi, par exemple, qui est à Marseille. Et puis on a d'autres relations avec d'autres clusters, y compris à l'étranger, puisqu'on avait participé aussi à un programme européen où il y avait le Portugal, l'Espagne, Malte et l'Italie. Il y a les articulteurs, par exemple, en Bretagne. Oui, les articulteurs, un pôle qui s'appelle les articulteurs, mais qui est vraiment dédié autour des métiers de l'art et du spectacle, mais qui est là très ciblé art et spectacle. Aussi un aussi large spectre que culture et patrimoine, non. À notre connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs sur le territoire. Vous avez quand même cité Nantes. Ouais. Alors dans l'étude que nous avons menée,
Nous avons été rencontrés sur plusieurs jours la Samoa. Donc on a été très très bien accueillis. Et avec eux, on poursuit des relations de construction et encore plus à l'échelle du territoire. C'est encore un peu plus large que la seule vie du pôle. Et nous avons été rencontrés Pixel à Villeurbanne, Magélis à Angoulême, ici Montreuil à Montreuil. Ouais. On voulait surtout pas qu'il n'y ait que les Arlésiens qui réfléchissent. Et on avait vraiment besoin d'aller voir ailleurs. Ce qui nous a plutôt rassurés, d'ailleurs, puisque dans nos expériences, même si 10 ans c'est long, on n'a pas fait de grosses bêtises, je crois. Merci. Dans le cas de culture patrimoniale, est-ce que vous prenez en compte les petits patrimoines, c'est-à-dire l'architecture vernaculaire et l'architecture de terre, ou c'est vraiment le patrimoine, c'est la culture, c'est le sport, Merci. Non, comme je l'ai dit, nous avons la chance d'être ville-port de 2 parcs naturels régionaux, et vous savez que les parcs naturels régionaux, une de leurs missions, c'est la sauvegarde de ce patrimoine vernaculaire qui n'est pas forcément inscrit, et donc qui n'est pas forcément monumental, mais qui a sa valeur. Et donc nous accompagnons bien évidemment ces 2 structures dans leur volonté de préserver qui le lavoir, qui la croix de ceci, qui etc. Ce qui nous intéresse aussi, dans la même ligne, et je prolonge votre propos, monsieur, c'est le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que nous avons une richesse, une culture extrêmement forte, et la valorisation de cette culture, la mise en valeur. Et donc il y a tout un tas de débats sur nos pratiques et nos pratiques dites traditionnelles. Un député se bagarre aujourd'hui, milite plus exactement pour la reconnaissance de la course camarguaise, qui n'est pas la corrida, comme inscrit au patrimoine culturel. Et puis de la même manière, il y avait des démarches qui sont plus compliquées pour la reconnaissance du costume de l'Arlésienne. Vous savez que Christian Lacroix, qui est un des autres Arlésiens bien connus, s'inspire beaucoup, s'est inspiré beaucoup et s'inspire encore beaucoup dans la création de ces costumes, de ce costume d'Arlésienne qui est tout à fait singulier et particulier, comme d'autres régions. Hein, quand nous ne sommes pas les seuls à avoir ces qualités-là, mais nous réunissons beaucoup de choses, c'est-à-dire que nos atouts se cumulent par rapport à notre territoire que nous sommes allés voir effectivement. Et puis je crois surtout que ce qui est très avantageux pour des gens qui veulent encore une fois investir, c'est la notoriété. Et moi j'ai pas fait le tour du monde, loin de là, mais chaque fois que je me déplace et que je dis que je suis arlésien, on repère à peu près d'où je viens. Et ça, c'est en termes de développement économique un atout tout à fait considérable. Il y a très très peu de territoires qui ont cette reconnaissance-là. Et Arles en fait partie. Et en plus, Arles est en Provence, qui est un autre vecteur de communication. Et Arles, les rencontres de la photographie capitale, qui nous ont permis d'être capitale internationale de la photographie aujourd'hui, c'est un autre vecteur de communication. La Camargue en soi, c'est un vecteur de communication. Jules César, son histoire, et le fait qu'on ait retrouvé, semble-t-il, son buste dans le fleuve aux portes d'Arles, c'est aussi un vecteur de communication. Bon bref, on peut tirer des fils différents, mais tous complémentaires, qui forment une culture particulière. Et en plus, quand on y ajoute une qualité de vie qui est celle d'une ville de taille moyenne par rapport aux métropoles que peuvent être d'autres territoires, voilà qu'on a quelques atouts à défendre. Il y a aussi des difficultés, il ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas aussi simple que ça, mais notre démarche justement c'est de dépasser aujourd'hui ces difficultés pour ancrer ce développement positif d'Arles dans l'avenir. Merci, bonjour. J'ai une question, je vais revenir sur Archéomède et savoir si vous traitiez par exemple des problématiques du développement durable. Savoir par exemple comment la culture ou comment la valorisation du patrimoine pourrait agir sur le développement économique local et durable de nos territoires. Alors c'est une bonne question. Dans le cadre d'Archéomède, c'est créé d'ailleurs, c'est une belle histoire. À la création d'Archéomède, il y a un tailleur de pierre qui s'est inscrit dans la démarche. Et puis dans les mois qui ont suivi, il a été rejoint par 5 autres tailleurs de pierre, tous auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, ces tailleurs de pierre sont en train de créer une scope tous ensemble. Donc ça, c'est une des belles histoires d'Archéomède. Mais pour répondre plus précisément à la question, les tailleurs de pierre, eux, sont là, effectivement, pour travailler
et c'est leur objectif principal, sur les matériaux biosourcés. Alors évidemment, la pierre locale fait partie de leur métier, je dirais de leur ADN, mais depuis maintenant un peu plus d'un an, on a mis en place, en fait la ville d'Arles a reçu un label de territoire à énergie positive, et dans le cadre de ce label, les tailleurs de pierre ont mis en place toute une réflexion, ça a commencé par une réflexion autour des matériaux biosourcés, et en particulier l'utilisation de la paille de riz comme matériau isolant. Cette réflexion a démarré il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui ils ont des premières réalisations à leur actif. Ils font des formations aujourd'hui dans ce domaine-là, utilisation de paille de blé, paille de riz, et l'un des exemples à Archéomède en interne, ce sont les bureaux du pôle industrie culturelle et patrimoine qui ont été faits inaugurés cette année en 2017, qui sont entièrement réalisés en matériaux biosourcés. Donc Archéomède n'est pas une structure, c'est une structure qui va promouvoir, je dirais d'un point de vue philosophique, cette démarche, mais après chacun de ses membres va l'adopter. Voilà. Et donc les tailleurs de pierre sont le reflet de ces actions. Ce qui répond aussi un peu sur le sujet du petit patrimoine qui n'en est pas un. Effectivement, on a ce type de métier de maçon, tailleur de pierre et sculpteur. Et moi qui travaille dans la pierre, on ne fait pas de différence dans les différents patrimoines. On les respecte tous et on essaye d'y apporter notre savoir, en tout cas. Archéomède est un outil incroyable, et on ne se doute pas aujourd'hui à quel point, pour moi c'est un véritable laboratoire de la microéconomie. Et c'est ce qui est chouette là-dedans, c'est que vous avez dans Archéomède, parmi les 21 structures dont on parlait, vous avez des intermittents du spectacle, vous avez des associations non fiscalisées, vous avez des associations fiscalisées, vous avez des auto-entrepreneurs, vous avez bientôt une SCOP, une SAS, une SARL. Donc tout un tas de statuts, mais qui matérialisent complètement nos métiers, patrimoine et culture. Et tous ces statuts-là doivent cohabiter avec des règles. Je ne vous raconte pas quand on est allé voir les assureurs, quand on est allé voir la téléphonie, en disant écoutez voilà, on va faire un bâtiment où on va tous vivre ensemble, et puis on a un grand atelier, puis alors non on ne ferme pas parce qu'on se fait confiance, non on ne marque pas au sol nos territoires parce qu'on veut de la flexibilité entre nous. Donc quand il y a un des membres d'Archéomède qui a un projet qui nécessite une augmentation temporaire de surface au sol, eh bien on va voir les copains et on dit voilà, nous on a besoin pendant 2 mois de plus de surface. Voilà, est-ce que tu nous sous-loues ta surface? On va voir Archéomède évidemment. Est-ce qu'on est autorisé à sous-louer la surface de l'autre? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'assureur, au départ, il ne comprend pas ça. Et il n'y a pas de modèle économique qui prend en charge ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aime à dire qu'on a un laboratoire de la microéconomie, parce que les assureurs qui n'aimaient pas ça au départ, on les a fait réfléchir aussi à ça, et on a trouvé un modèle d'assurance de ces locaux, et ce sont des locaux qui, comme tous les locaux dédiés notamment à la conservation-restauration, sont totalement assurés aux normes de sécurité avec des alarmes, des barreaux aux fenêtres, etc. etc. Donc c'est une démarche qui est vraiment, vraiment intéressante dans le quotidien, tant sur le plan technique, mais sur un plan purement administratif également. On a tout à gagner à travailler un peu plus ensemble sur ce genre de modèle économique. Et en fait, on s'aperçoit que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces 3 ans d'existence, environ, nous ont aussi permis d'éprouver le système, le fait de l'avoir fait. Donc on a notre prototype, on sait que ça marche sur nos échanges d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique, d'un point de vue... Et puis aussi, il y a cette dimension humaine, parce qu'on est tous persuadés que le partage est important. Donc il y a une âme. Il y a une âme dans le pôle, il y a une âme dans Archéomède. Une chose complémentaire, je sais que quand vous allez sortir, vous allez tous parler de Arles, du pôle industrie culturelle et patrimoine, du territoire qui est magnifique, et d'Archéomède qui est une structure fantastique. Mais quand vous communiquez sur Archéomède, retenez bien une chose. Archéomède, ce n'est pas le laboratoire méditerranéen d'archéologie, bien que ce nom y fasse largement penser. Mais au départ, c'était le projet initial, et pour assurer la continuité historique, on a gardé ce nom. Mais ça n'est pas uniquement un laboratoire méditerranéen d'archéologie. On y trouve toutes sortes de métiers, des conservateurs, restaurateurs, tout matériaux, métal, pierre, bois, verre, céramique, papier, reliure. On y trouve des photographes du patrimoine, des photographes avec et sans drone, enfin des photographes de studio, des photographes extérieurs avec drone. On y trouve un spécialiste du diagnostic de monuments historiques. On y trouve une troupe de spectacles et de cirque contemporain.
Qui ai-je oublié? On y trouve un spécialiste de la géophysique appliquée, du diagnostic géophysique des bâtiments et des sols. On y trouve des restaurateurs de bois et de tableaux. Voilà. Donc on a en fait tout un panel d'activités qui ne demandent qu'à s'étoffer dans le Archéomède version 2 des papeteries Étienne dont on vous a parlé. Parce que là, il est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit en ce moment. Et on y trouve aussi une plateforme de coworking, c'est un peu le mot à la mode. Mais comment ? Oui, ça aussi c'est du provençal. Une plateforme de coworking où les restaurateurs, qui sont membres du pôle industrie culturelle et patrimoine, toutes les personnes qui travaillent dans le champ culture et patrimoine peuvent venir travailler sur cette plateforme, comme utiliser l'ensemble du matériel. On vous a montré des photos d'un studio photo, d'un atelier de restauration. Ça n'est pas uniquement dédié aux résidents. Une personne qui crée sa structure et qui a besoin de moyens pour démarrer, ces moyens lui sont offerts au travers d'une location à la journée, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois. Tout est étudiable, tout est valorisable de manière à ce qu'il puisse petit à petit monter en puissance dans son activité économique. Voilà, de la flexibilité. J'y vais si tu veux. Allez, on change de coureur. Avec toutes ces activités, je suppose que vous dépassez maintenant le cadre régional. Est-ce que vous avez une ouverture à l'international sur tous les métiers d'art, les artisans? Et bien sûr, la photographie, ça, je connais les photographies d'Arles, vous êtes déjà international, mais les autres métiers, voilà, c'est ma question. Ouais, je vais répondre. Je vais répondre presque à la place de Jean-Bernard. Chacune de nos structures a un carnet d'adresse, a un rayonnement d'action. Pour ceux qui bossent dans le patrimoine, comme Acoros, comme moi-même, on n'a jamais eu une activité uniquement régionale et locale, parce que déjà on ne vient pas forcément d'Arles, on n'a pas forcément commencé notre vie non plus ici. Donc on est aussi tous venus avec notre carnet d'adresse. Donc pour tous les secteurs, on peut dire que les activités de chacun d'entre nous sont un peu régionales, forcément nationales et à l'international. Voilà. Et puis, pardon, juste compléter, nous avons d'autres acteurs présents qui, vous le savez, j'en ai cité quelques-uns. Actes Sud, bien évidemment, c'est un éditeur qui diffuse des livres dans le monde entier, et en tout cas qui diffuse des écrivains du monde entier. Et puis nous avons d'autres structures dont elle en a moins parlé, mais qui sont tout aussi importantes pour nous. Je pense en particulier au groupe F, ceux qui illuminent régulièrement le 31 décembre la Tour Eiffel. Et notamment pendant le passage à l'année 2000, chacun voit cette toupie qui tourne. C'est une entreprise aussi installée sur notre territoire, en Camargue, très exactement, un peu excentrée, mais avec un savoir-faire qui est partout promu dans le monde, puisqu'ils sont à l'origine de pas mal de feux d'artifice lors des Olympiades, ou un peu plus récemment, ils sont allés illuminer Dubaï avec un spectacle tout à fait extraordinaire en termes de pyrotechnique. Donc là aussi, il y a des savoir-faire dans le monde du spectacle, dans le monde qui complète l'offre qui est la nôtre et qui ont des dimensions tout à fait internationales. Et puis, dans le domaine de l'environnement, on a parlé de développement durable, la Fondation Tour du Valat, qui est aussi issue de la famille Hoffmann, puisque c'est M. Hoffmann père qui a créé cette fondation au cœur de la Camargue. Là aussi, était spécialiste du développement des zones humides dans le monde entier. Ils sont à l'origine de la convention Ramsar et de la création du WWF. Donc Luc Hoffmann était un des créateurs avec d'autres. Et pour finir, Arles est sur le bord de la Méditerranée. Et donc il y a des relations très étroites et très historiques qui ont été créées entre la ville déjà et un certain nombre de villes voisines de l'ensemble des rives de la Méditerranée. Et donc là, on a des retombées directes de la ville vers les entreprises également. Et quand on va chercher des investisseurs sur ces projets Archéomède ou Archéomède 2, c'est un critère qui est extrêmement important, effectivement, et qui revient aussi comme une entrée vers l'ensemble des rives de la Méditerranée. Je crois que je n'ai pas une question, mais j'ai un complément. Oui.
mes copains oublient qu'on vous a parlé tout à l'heure du Salon international des professionnels du patrimoine à Arles, qui, chaque année, depuis cette année, invite un pays à l'honneur. Donc, cette année, c'était l'Algérie. L'année prochaine, je ne sais pas si je peux le dire, c'est un autre pays européen. Bon, peut-être le Portugal. Et en tout cas, il a été prévu dans cet échange professionnel entre les professionnels du pôle et les professionnels du pays invité d'honneur, normalement, pendant l'année qui suit sa présence au salon, d'avoir des vrais échanges de professionnel à professionnel. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le démarrer, mais on va essayer de le démarrer sur l'année qui vient avec l'Algérie, l'année d'après avec le Portugal, et ainsi de suite, pour ouvrir ces échanges professionnels et apporter cette interface de compétences entre les compétences qui existent sur le territoire et les compétences qui sont très souvent recherchées et inexistantes et un vrai besoin dans ces pays d'échange. Merci Bouzid Sabeg. Vous avez reconnu qu'il était d'Arles. C'est un très bon ambassadeur parce que c'est un petit peu c'est même grâce à lui que je me suis retrouvé à travailler à Arles. À l'époque, j'étais à Bagnolet. Bon, je peux vous dire que c'est pas comparable. Je dirais pas mieux ou c'est pas comparable. On était sur l'échangeur qui menait à Roissy, là, Port de Bagnolet, mais j'ai travaillé 5 ans, hein, c'était bien. Mais Arles, c'est A. Merci beaucoup de votre attention. On va devoir mettre fin. Merci à vous encore et bienvenue à Arles.